Pour les jeunes, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Donc forcément, c'est des jeunes qui n'ont pas beaucoup de moyens, qui se retrouveraient dans la même situation que moi, un peu perdus. Quel va être leur avenir? Enfin voilà, le travail qui est dur à trouver, les formations qui mènent pas forcément à un boulot, quoi. C'est toutes ces questions-là qu'on se pose tous, je pense, nous les jeunes, et on n'a pas les réponses, quoi. Parce que pour moi, il y a de l'emploi, il y a des formations, il y a des choses, il y a de l'argent. On peut, avec des partenaires, avec des associations et tout, on peut créer des choses comme ça. Si on ne donne pas cette chance-là aux jeunes, comment vous voulez qu'ils s'en sortent après? Bon, centre-ville, il y a la ville, il y a la mairie, il y a la poste, il y a certains services qui sont... Mais le pôle d'emploi, qui est maintenant d'une nécessité absolue, eh ben, il n'y a même pas un bus qui mène au pôle emploi. Et le pôle emploi est excentré. Des métros ici, il n'y en a pas. C'est surtout les bus ou les trains, mais bon, voilà. Ou sinon, comme on fait, ben, des fois on se débrouille, on essaie de se louer une petite voiture de location et partager à 3. Quand on est plusieurs, mais dire à une personne tout seul, on ne peut pas parce que ça revient vraiment cher. Ils veulent travailler, ils veulent sortir de cette crise et de cette... Mais ils sont limités, ils sont donc par rapport à la mobilité et le transport, quoi. Pour avoir un logement, le problème c'est qu'il faut avoir un travail. Enfin le problème, il faut avoir un travail. Sinon on n'obtient pas un logement facilement. Les jeunes ici, il y a une grande misère. Les jeunes ici, c'est des jeunes adultes qui vivent chez papa ou chez maman, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Donc, pour pouvoir avoir leur autonomie, il faut ce qu'il faut, mais eux, ils l'ont pas. Bon, là, pour l'instant, je suis chez mes parents, mais franchement, non, je ne m'attendais pas à ça. Si j'aurais su, je serais resté à l'école. J'étais beaucoup mieux. S'il n'y avait pas ma mère qui aurait le logement, ouais, je serais à la rue, là. Je dormirais dehors, ça c'est sûr. Ils n'en ont pas des masses du travail. Un coup, c'est l'intérim, un coup, ils arrêtent de travailler, un coup, on les rappelle. Et ça, c'est pas un style de vie. Ils ne peuvent pas travailler comme ça, ils ne peuvent pas assumer. Tant qu'ils n'auront pas un travail stable, ils n'arriveront pas à assumer. Et même là, on est en 2010, ils demandent des diplômes, beaucoup de choses. Et j'en connais beaucoup de mes collègues, ils sont au chômage, ou même des fois, ils ne peuvent plus assumer leur appartement, ils retournent chez leurs parents. Et des fois, le couple, il se sépare aussi. Voilà. Un journaliste, des fois, il ne va pas au fond des choses, dirigé par son instinct, par vraiment sa curiosité de journaliste, pour dire la vérité. Je dirais que le côté événementiel a duré 2-3 jours. Voilà. Après, le côté réflexion. Alors, bien sûr, c'était des journaux de réflexion, Libération, Le Monde, la Tribune de Genève, etc. C'est pas forcément des journaux lus par tout le monde. Bon, et les photos, la photo qui passait le plus souvent, on voyait des CRS devant, l'hélicoptère braquait ses lumières contre les immeubles. C'était une image assez dramatique. FR3 a fait, un mois après, un petit au journal télévisé régional du soir, il y avait toujours 2-3 minutes sur des côtés positifs de la Villeneuve qui se passait. Dans un quartier, quand il y a un jugement, un reportage négatif, ça nuit à l'image du quartier. Les gens de l'extérieur, ils le voient mal. Une fois dans le train, j'étais à Lyon et je rentrais à Grenoble. Donc il y a eu un contrôle de billets et le contrôleur a vu mon adresse sur ma carte. Et il m'a dit alors, qu'est-ce qui se passe chez vous? Il y a les hélicoptères et tout. Et les gens qui vivent dans le quartier, ils se sentent dévalorisés, incompris, et ça nourrit encore les sentiments de haine. Parce qu'à la télé, on ne dit pas n'importe quoi, c'est contrôlé. L'audiovisuel est très contrôlé, j'ai l'impression. Je me suis dit, est-ce que dans la tête du gouvernement, ça coûte moins cher d'avoir 400 CRS 10 jours et un hélicoptère que d'avoir 80 policiers de plus pendant 365 jours. Donc voilà. Et puis alors, bien sûr, du coup, la police est vue comme, comment dire, punir, elle n'est plus pas vue comme prévention. C'est vrai que le côté prévention de la police, on ne le voit plus. Ça, c'est dommage.
Ça peut se passer ici. Ça a dû déjà même se passer dans certains endroits, mais ça n'a pas dû être filmé, tout ça, ça n'a pas dû être médiatisé, mais ça peut se passer ici. Et pourquoi? Parce qu'à Lyon, on a des quartiers aussi sensibles. Ça fait du buzz pour le quartier même, et d'autres quartiers, quand ils entendent ça, ils aimeraient qu'eux aussi, de leur quartier, on en parle d'eux. C'est pour ça. Même si c'est en mal. Même si c'est en mal, bah, ils aimeraient bien. Moi, je pense ça en tout cas. Non, maintenant, ça va. Passer, ça va pas. Ah bon? Pourquoi? Maintenant, ça va. Passer beaucoup, machine brûlée, c'est pas tranquille. Maintenant, tranquille, ici. Tout dépend comment c'est filmé, ce qui en est dit. Si l'on rapportait un petit peu réellement la vie dans les habitations, dans les cités, où il y a là aussi des gens très capables, qui font un réel boulot, notamment d'une façon cachée auprès des jeunes pour initier, pour instruire. Il y a des personnes qui ont des difficultés, déjà au niveau, comment dire, de leur budget, au niveau de leur âge, par exemple au niveau de leur démarche, au niveau des mutuelles, ou au niveau de la CMU, ils ne savent pas où se diriger, ou ils ne peuvent pas. Et puis aussi, à certains, les soins reviennent trop chers. Les médecins, ce n'est pas facile, surtout pour quelqu'un qui sont âgés. Je téléphone pour les médecins, ils ne voulaient pas venir au domicile. Il faut savoir que le médecin n'a pas le droit de refuser un patient qui est à la CMU. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas et qui sont amenés des fois à payer des frais supplémentaires. Mais pour les mammographies, par exemple, en fait, c'est un peu tabou d'aller consulter pour ça. Et dans ce cadre-là, d'ailleurs, il m'est arrivé de travailler avec une association d'habitants pour former des personnes relais, justement dans le cadre de la prévention du cancer du sein. Voilà, donc c'était très très intéressant. On a organisé, d'ailleurs les correspondantes de coursives qui travaillent à la régie de quartier ont participé à cette action-là. Eh bien, le dentiste, quand on a la CMU, c'est un vrai problème parce que déjà, on ne bénéficie pas de tous les soins qu'il faut. Et tous les soins dont on a besoin, c'est vrai que ça revient très très cher. Et quand on veut par exemple mettre une couronne ou faire vraiment des soins vraiment approfondis, quoi, ou bien plus lourds que traiter une carie ou un petit détartrage. Ça reste vraiment là le problème. Il faut avoir une mutuelle. Et pour avoir la mutuelle, il faut vraiment avoir les moyens de la payer chaque mois. Quand on est en mauvais état de santé, ça handicape pour la recherche d'un emploi ou pour intégrer une formation. C'est un handicap, certainement. Même dans la vie quotidienne, c'est un handicap. Voilà. Pour faire un joli sourire, il faut avoir de belles dents. La commande publique socio-responsable, c'est un grand mot, mais pour moi je pense que, quels que soient les textes qui existent dans le code des marchés, leur application pose problème parce que j'ai le sentiment qu'en fait la finalité n'est pas loin d'être partagée réellement et que finalement on utilise des textes parce qu'ils sont là et parce que finalement il faut bien donner l'impression qu'on va dans ce sens aussi, mais qu'en fait il n'y a pas une véritable volonté profonde de faire en sorte que la commande elle soit socio-responsable, c'est-à-dire orientée vers des structures autres que la pratique classique de l'entreprise dans le marché, etc. etc. Le sujet de commande publique, c'est pour que les gens auront des possibilités de travailler dans leur quartier. C'est pour éviter qu'il y en a des gens qui n'ont pas des moyens de transport.
Et à la rigueur, ça répond aussi aux besoins de bailleurs parce que les gens ils sont sur place. C'est les habitants qui payent des charges aux bailleurs et les bailleurs ils payent la régie de quartier. La régie de quartier elle paye les salariés. Et ça crée un petit peu de lien social. Si un acteur œuvre dans ce sens, Régie par exemple, pour faire travailler des gens qui n'auraient pas directement accès à l'emploi dans une entreprise, l'emploi qui ne lui est pas offert, eh bien, le choix est justement de privilégier cet acteur par rapport à un autre. Mais ça, c'est un choix de nature politique. C'est-à-dire que l'État doit avoir des partenaires et aider surtout les associations pour que les associations, quant à eux, créent des emplois. Pour une femme, le plus difficile, c'est de faire l'équilibre entre la vie familiale et la vie professionnelle. C'est pas, voilà, il n'y a pas une difficulté précise, sauf ça, d'avoir la garde des enfants, les accompagner à l'école, voilà, de s'organiser. Moi, je trouve que c'est le seul problème. Régie Emploi Service, nous travaillons dans les espaces verts. On travaille surtout chez les particuliers, surtout les personnes très âgées. Donc ces personnes âgées, ils nous appellent à nous. Pourquoi? Parce que des fois, ils n'ont pas les moyens d'entretenir leur jardin. Donc ils entendent parler de Régie Emploi Service. Ils nous appellent pourquoi? Parce que souvent, ils n'ont pas de moyens de déplacement. Surtout pourquoi? Parce que des fois, ils sont seuls, ils sont isolés, ils n'ont plus de famille. Et des fois, ils aiment bien avoir un peu de contact. Nous, la Régie aussi, on est là pour ça, pour discuter avec les gens. Si on peut leur rendre ce service, ce plaisir, on est là pour ça aussi. Jamais je pense que les services de l'État, ils iront s'occuper de ces personnes âgées comme nous, on le fait. Ça serait bien que les étrangers ils aient un droit de vote, parce qu'ils ont eux aussi leur mot à dire, je trouve, dans la société. C'est pas parce qu'on est étranger qu'on est là, on subit les lois, tout ça. J'estime qu'ils payent la taxe d'habitation comme tout le monde. Donc c'est un impôt local. Alors j'estime qu'ils ont le droit au vote comme n'importe quel républicain français, n'importe quel français, ou française. Je sais pas, il faut s'intégrer, il faut avoir du temps pour comprendre les lois du pays. Ça fait 6 ans, je ne vais pas dire que je comprends tout. Voilà, il faut s'approfondir aussi dans la vie politique. Je sais pas, voilà, c'est juste un point de vue comme ça à la légère, mais c'est pas vraiment. C'est pour ça que je dis, ça changerait pas beaucoup de choses. Mais quand on n'a pas le droit de voter, on n'a pas de droit, c'est-à-dire on n'a pas de droit de participer à des décisions prises, et je trouve que c'est pas logique, c'est pas normal. Moi, je suis pour le droit de vote des étrangers au niveau des localités. Tout ce qui est au niveau de la cité même, où les étrangers participent et qui sont des acteurs très actifs. Exclure du droit de vote, bien sûr, c'est absurde parce que c'est finalement faire des opposants presque automatiquement au résultat, quel qu'il soit d'ailleurs, puisqu'on n'y a pas participé. Donc je pense que, outre l'égalité, et donc l'égalité des citoyens à participer à quelque chose qui les concerne puisqu'ils y vivent, donc je crois qu'il faudrait être pour le droit donner aux résidents, quels qu'ils soient, de participer à l'organisation de la vie politique locale, parce que justement c'est leur vie qui est en cause, comme celle de ceux qui sont là depuis des décennies ou des siècles. Oui, je suis un résident et un citoyen aussi. J'ai des droits et un rôle pour la société aussi. Depuis une décennie, il y a 10 ans, donc, depuis que la crise est venue, donc les jeunes, même les travailleurs, les salariés qui travaillent à temps partiel, éprouvent beaucoup de difficultés de joindre les deux bouts. C'est de plus en plus difficile d'accéder à l'emploi parce que tout simplement, il y a les enfants, il y a les problèmes de garde, il y a les petits boulots, les mi-temps, etc. La conséquence, c'est surtout, on les voit par rapport aux enfants, par rapport à la famille, Donc, au niveau de la scolarité, au niveau de l'alimentation.
Je travaille aussi avec d'autres associations sur un projet de crèche parentale à des horaires atypiques, justement, pour consolider le parcours professionnel des femmes et pour qu'il y ait plus de femmes dans l'emploi et pour les aider aussi à progresser et à aller de l'avant. Il y a la responsabilité de l'individu. Hein. Franchement, il y a la responsabilité. Il ne faut pas toujours dire « ouais, mais on n'arrive pas ». Mais il faut savoir se gérer, il faut savoir ce qu'on cherche, ce qu'on veut, quoi. Le développement durable, c'est déjà que les habitants des quartiers puissent vivre en harmonie dans leur quartier, s'y sentir bien, avoir de l'activité économique et avoir du lien social, quoi. Le développement durable, c'est pour relancer l'économie. Et notre président, notre cher président, nous a bien dit que nous a dit que voilà, le consommateur devrait plus consommer. Il faut que les gens se réapproprient toutes ces dimensions d'économie, de consommation différentes et de vivre la relation à l'autre différemment, quoi, hein, parce qu'en fait c'est ça, je pense, le développement durable, c'est arrêter d'être dans le consumérisme et dans une démarche individuelle d'appropriation de biens et de richesses, quoi. On a créé un appartement témoin et on a fait de l'information aux gens. Donc on leur a démontré, on leur a expliqué qu'avec des gestes simples, on pouvait économiser jusqu'à 15 € par mois. Donc ce qui fait une somme importante, en leur montrant des gestes simples. Et en même temps, on a essayé de ne pas les culpabiliser, de ne pas leur dire vous avez des vieux réfrigérateurs, ça consomme beaucoup. Si vous achetez en classe A, ça consomme beaucoup moins, mais c'est cher. Pour ne pas après les retrouver dans les permanences avec des problèmes d'impayés. Avec mes voisins, avec mon entourage et tout, on parle, on discute. Je parle de mon travail, on fait quoi au travail, très sélectif et tout. Par exemple, je passe à côté, je trouve une bouteille de verre à côté de la colonne vert, je le prends, je le mets, et un copain il est avec moi. Et pourquoi tu fais ça? C'est un trait sélectif. Surtout pour moi spécialement, je suis un étranger pour eux. C'est-à-dire quelqu'un qui vient de l'étranger, et dans leur pays, je fais ça. Ah tiens, regarde, c'est un bon exemple pour moi et pour les autres communautés et pour tout le monde. L'association Solidarle, qui est dans le réseau de l'économie sociale et solidaire sur Arles, c'est une association qui est partie d'un double constat. Le premier, que les producteurs ne vivaient plus de leur travail. Et le second, c'est que les consommateurs, notamment les plus pauvres, n'avaient plus accès aux fruits et légumes. Donc l'association a pour but de vendre des produits de producteurs locaux à un prix rémunérateur pour eux. Et nous revendons avec deux tarifs. Un tarif pour les consommateurs pauvres, enfin les gens soit qui ont les minima sociaux, soit qui sur dossier on leur attribue ce tarif, et un tarif pour tout le monde. Donc là on est dans un circuit court, hein, on soutient des producteurs locaux, on est dans un circuit économique où il n'y a pas d'assistanat par rapport aux pauvres, hein, mais où ils participent quand même à un circuit économique, même s'ils bénéficient quand même d'un tarif un peu plus réduit. Soutenir les initiatives des habitants et de leur permettre de les réaliser. C'est ça la citoyenneté. Alors non, je ne suis pas optimiste du tout sur mon avenir. C'est le flou complet, donc beaucoup de questions. Les régies de quartier font un travail formidable d'intégration, de médiation, et c'est vraiment à encourager, parce que c'est super.